Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Le programme économique et social d'Emmanuel Macron devrait être l'objet d'un débat à l'occasion de ces élections législatives. Et pourtant, on constate qu'il n'en est rien ou presque. Tout se passe comme si la véritable question était de savoir si, oui ou non, notre président disposerait d'une majorité absolue au Parlement. De ce point de vue, il est en bonne position pour réaliser son pari puisque les estimations, en dépit d'une abstention faramineuse, plus de 51% des inscrits, du jamais vu d'ailleurs sous la Ve République, eh bien ces estimations lui donnent entre 415 et 450 députés sur les 577 du Parlement. Alors, un tel nombre de députés va rendre évidemment plus facile à mettre en œuvre les réformes que se propose d'appliquer Emmanuel Macron. Et parmi ces réformes, certaines auront des conséquences économiques et macroéconomiques extrêmement importantes. Tout d'abord, il faut signaler le fameux tour de passe-passe fiscal que le président veut réaliser en supprimant une partie des cotisations sociales sur les salaires et en les remplaçant par une hausse de la CSG. Au-delà, ce sont bien les mesures touchant la durée légale du travail, le contrat de travail aussi, qui pourraient avoir l'impact le plus important sur la demande des ménages. En effet, il est de bon ton de critiquer à droite, mais aussi d'ailleurs dans une partie de la gauche. Rappelons-nous Manuel Valls, ou rappelons-nous d'ailleurs les déclarations d'Emmanuel Macron alors qu'il était ministre de l'économie du gouvernement Valls. Donc, il est de bon ton de critiquer en France la question des 35 heures. Or, on sait qu'en France, justement, si la durée hebdomadaire réelle du travail est fixée à 35 heures, la durée hebdomadaire effective du travail est aujourd'hui très proche de 39 heures. Cela signifie que les travailleurs, en raison justement de la loi des 35 heures, sont payés en moyenne 4 heures par semaine au tarif des heures supplémentaires. Or, c'est cet avantage qui disparaîtrait si l'on faisait disparaître la barrière légale des 35 heures. Alors, c'est évidemment avantageux. Et si on fait sauter cette fameuse barrière des 35 heures, cela impliquera que ces 4 heures qui sont réellement travaillées seront désormais payées au tarif normal et non plus au tarif des heures supplémentaires. D'où évidemment une perte de pouvoir d'achat. Et cela nous ramène à l'ensemble des conséquences macroéconomiques du programme d'Emmanuel Macron. Alors, pour discuter de l'ensemble de ces problèmes, je reçois aujourd'hui Dany Lang. Bonjour. Bonjour, Jacques Sapir. Vous êtes maître de conférences en économie à l'Université de Paris 13 et membre des économistes atterrés. Et je reçois aussi Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour Jacques. Rédacteur en chef de La Bourse au quotidien et président des Éconoclastes. Alors, ma première question, c'est comment voyez-vous l'un et l'autre les conséquences macroéconomiques, en particulier dans le domaine du pouvoir d'achat, des différentes propositions qui ont été faites par Emmanuel Macron et qui sont aujourd'hui reprises par son gouvernement, par le Premier ministre, M. Philippe. Philippe. Alors, dans le pouvoir d'achat, il y a deux constituants principaux, peut-être trois si on inclut tout ce qui est avantages sociaux, mais il y a le salaire et puis il y a la fiscalité. Alors, est-ce que les salaires vont progresser ? Une partie de la réponse a été apportée déjà avec une dérégulation, on va dire un déverrouillage du nombre d'heures travaillées. Effectivement, on paiera moins cher les heures supplémentaires. Cela dit, pour tous ceux qui auront statut de cadre, qui sont au forfait, on va dire que là, ça ne va pas changer grand-chose. Mais pour les, j'ouvre les guillemets, les petites gens auxquels on s'adresse avec un ton presque compatissant, il faut savoir que là, il y a quand même une sorte de piège. De surcroît, quand on baisse les charges patronales, en fait, on les réduit de certains avantages sociaux. À terme, les salariés, les ouvriers ne toucheront plus ces sommes abondées par l'entreprise. Donc il faudrait calculer à long terme. Et puis, alors, bien sûr, il y a l'aspect qui est la fiscalité. Alors, est-ce qu'une hausse de la CSG en l'échange d'une baisse de la taxe d'habitation, est-ce que ça va le faire ? Je rappelle que 40% des contribuables français sont exemptés de taxes d'habitation.
Et si je peux vous compléter sur cette affaire de la taxe d'habitation, ça va représenter un manque à gagner de 10 milliards pour les collectivités locales. Donc, or, ces 10 milliards, ça représente des prestations sociales, le troisième aspect dont vous parliez tout à l'heure, qui ne seront plus assurées. Donc, en net, je pense que globalement, ça va plutôt, pour la plupart des ménages, en tout cas les pauvres et les classes moyennes, représenter une perte de pouvoir d'achat, puisqu'il y a un certain nombre de prestations qui étaient prises en charge. Par exemple, une partie de la cantine qui ne vont plus l'être. Alors, et bingo, et là je vais conclure en 30 secondes. Donc il faut bien compenser ce manque. Alors ça sera la CSG. Qui va la payer ? Donc on a compris maintenant, ce seront les retraités touchant plus de cette somme colossale de 1 200 € par mois, plus les salariés des classes moyennes, et puis finalement, en fait, toutes les personnes qui se rendent au travail ou qui circulent dans un diesel, puisqu'en fait la fiscalité sur les carburants, et notamment le diesel, va être alourdie. Ça touche à peu près tout le monde. Alors un petit peu moins si vous avez une Porsche Cayenne ou une Aston Martin, mais pour les gens qui se rendent à leur travail, le coût du plein va certainement augmenter et je ne vois pas trop bien par quoi ça va être compensé. Alors, justement, l'une des idées qui est avancée par les économistes qui soutiennent Emmanuel Macron consiste à dire nous allons d'une certaine manière, soulager des prestations sociales qui sont payées sur le salaire, qu'elles soient payées par le salarié ou qu'elles soient payées par l'employeur, et nous allons transférer cette somme vers l'impôt, et cet impôt en particulier, il est payé justement par des gens qui ne travaillent plus, par les retraités. Donc, grosso modo, on nous explique, eh bien, on effectue un transfert depuis les gens qui travaillent, depuis les jeunes, comme on les présente, jusque à des bien moins jeunes, des gens qui sont des retraités. Bon, présenté comme cela, on peut considérer qu'il y a peut-être une certaine dynamique de justice sociale. Mais est-ce que ça correspond à la réalité des choses? Dany Lang. Évidemment, en vous entendant, j'ai souri, donc on a une caméra devant nous, pour ceux qui nous voient. Évidemment, tout ceci est une arnaque sans nom. On peut bien imaginer ce que ça signifie. En fait, le fond de l'idée, c'est que les salariés coûtent trop cher. Hein. Ça, c'est une idée structurante chez les économistes de Macron, en particulier dans la controverse que j'ai pu avoir avec Philippe Martin et puis Marc Ferracci. C'est une idée de fond. Le travail coûte trop cher, donc il faut alléger les cotisations sociales donc des entreprises. Attendez. Vous dites que le travail coûte trop cher. Mais, excusez-moi, une des choses que j'avais apprises dans les années 70, quand j'étudiais l'économie, c'était que quand le travail coûte trop cher dans un pays, on dévalue. Ah oui, mais ça, vous savez comme moi, vous avez soulevé le problème dans vos propres ouvrages. C'est une fausse question naïve. Donc vous avez soulevé le problème dans vos propres ouvrages. On ne peut pas dévaluer dans le cadre de la zone euro. Donc en réalité, c'est une dévaluation interne. C'est bien, voilà. C'était ça, quoi. La stratégie macroéconomique de Macron, c'est celle qui a déjà été poursuivie par les deux précédents gouvernements, mais amplifier la dévaluation interne, c'est-à-dire la baisse du coût du travail. Macron prend la chose du côté des cotisations sociales au nom de la compétitivité. Mais alors, une autre question. Admettons, la France fait une dévaluation interne. Si tous les autres pays restent au même niveau, ça va nous profiter. Mais si les autres pays continuent eux aussi à faire des dévaluations internes, où on va? Justement, on aboutit là où on est aujourd'hui, une baisse de la demande généralisée en Europe qui fait que la reprise est une perspective lointaine. Moi, je ne vois pas par quelle magie on pourrait avoir une reprise dans ce contexte. Une dévaluation interne ne peut fonctionner comme une dévaluation classique d'ailleurs. Bon, c'est moins efficace qu'une dévaluation classique, mais ça ne peut fonctionner que si vous êtes le seul à le faire. On est toujours compétitif par rapport à quelqu'un. Or là, tout le monde, en tout cas la plupart des pays font des dévaluations internes, donc finalement, le seul effet de cette politique, c'est l'effondrement de la demande en Europe, qui d'ailleurs, puisqu'on parle de macroéconomie, va être là aussi alimenté par la baisse des dépenses publiques de 60 milliards qui est annoncée par ce gouvernement. 60 milliards, ça n'est pas rien. Alors, je me tourne maintenant vers Philippe Béchade. Vous avez parlé évidemment du volet fiscal, qui est un volet extrêmement important. On dit beaucoup, il faut ramener la fiscalité française vers une moyenne européenne.
Et on sait que c'est un thème qui a été développé, que ce soit d'ailleurs par les experts de François Fillon. Bon, c'est intéressant. Tout d'abord, est-ce que cette fiscalité en Allemagne, en Italie, en France, elle recouvre exactement la même chose? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut réellement le faire? Philippe? Alors, on est dans un ensemble européen totalement hétérogène, un tel casse-tête d'ailleurs que tout le monde de sérieux à Bruxelles vous dira il n'y a même pas pour l'instant un commencement de début de projet d'harmonisation des fiscalités européennes. Déjà parce que certains pays prélèvent à la source, d'autres non. Certains surfiscalisent le capital, d'autres non. Regardez la différence qui existe par exemple sur l'imposition des RSU, Restricted Stock Units, pour les gens à qui on attribue des actions ou des options. C'est impôt nul en Belgique, en Hollande, en Italie. En France, c'est 40%. Et ça ne va pas durer avec Macron. Hein. Oui, on s'en va vers une flat tax sur l'imposition du capital à 30%. J'en profite donc aussi pour dire que ceux qui ont de l'immobilier, ils savent déjà plus ou moins à quelle sauce ils vont être mangés. Tout d'abord parce que j'en avais pas fini en fait avec la suppression de l'impôt, enfin des taxes d'habitation. En fait, 80% de Français en seraient exonérés. Il y en a déjà 40 qui le sont. Ce qui signifie que les 20% qui restent, et ce sont souvent les plus gros propriétaires ou les mieux nantis, ceux-là vont devoir supporter une surtaxation. Ce sont aussi les mieux armés pour lutter contre une taxe. Donc quand une taxe pèse sur 20% de la population, ça ne dure pas. Voilà. En Europe, et là on en revient effectivement à la question de Jacques, est-ce que l'immobilier est imposé de la même façon en Belgique, à Jersey, en Andorre oui, en Grande-Bretagne, oui, en Suède, enfin, exactement. Il y a absolument rien de comparable. Alors après, ce qu'on essaie de comparer, c'est combien chaque État rentre de recettes fiscales, et on essaie de comparer après ça l'efficacité de l'usage qui en est fait. Alors moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, j'ouvre une toute petite parenthèse, c'est le Kansas. Le Kansas a à sa tête un gouverneur qui, en 2012, a décidé de mettre par anticipation en application le programme de Donald Trump. C'est-à-dire baisser très fortement la fiscalité sur le travail, ubériser en quelque sorte le travail, supprimer l'impôt également sur les bénéfices des entreprises. Merveilleux. La plupart des salariés ont décidé de se mettre en statut auto-entrepreneur pour éviter toutes les charges. Les entreprises elles-mêmes ne payaient plus de charges d'aucune sorte sur leurs salariés et en plus de ça se voyaient exonérées de l'impôt sur les bénéfices et d'autres impôts tels que les taxes justement sur l'immobilier. Quant aux taxes sur les plus riches, elles ont été réduites, elles, de 25%, de 6,4 à 4,8%. C'est pour dire que déjà ça tapait très très fort sur les riches. Là-bas, il était urgent de baisser les taxes. Résultat des courses, aujourd'hui le Kansas est aux abois, au bord de la faillite. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de recettes fiscales, il n'y a plus rien. Et les salariés se rendent compte à leur tour que s'ils n'ont pas pris la précaution de mettre de côté et de se doter de mutuelles, ils n'ont plus aucune couverture, ils n'ont pas de retraite. Voilà, vive le Kansas. Voilà, alors ça c'est un exemple qui est extrêmement parlant, et je reviens dessus parce qu'il y a quand même eu un débat chez les économistes. On sait d'ailleurs que lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait confié à un économiste, alors qui n'est peut-être pas très connu du grand public, mais que nous, économistes, nous connaissons bien, monsieur Jean Pisani-Ferry, qui d'ailleurs, je le signale, a fait un excellent manuel dans les années 1980, avec lequel j'ai fait travailler mes étudiants. Il a bien changé depuis. Tout à fait, mais j'avais fait travailler mes étudiants. Donc c'est vrai que son manuel est excellent, il est daté, mais il est excellent, je vous l'accorde. Tout à fait, bon, donc on sait qu'il y a une communauté des économistes qui a soutenu Emmanuel Macron. Et puis, en face, il y a d'autres économistes, dont évidemment les économistes atterrés, mais pas que, mais il y a eux évidemment, qui se sont bien opposés à ces propositions économiques. Donc, Danny Lang, vous qui avez été justement l'un de ces économistes atterrés qui ont répondu
aux économistes qui soutenaient Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler ce sur quoi s'est focalisé justement le débat? Alors il y a eu plusieurs débats, mais je pense que sur le fond, il y a deux questions. Il y a la question des effets de la politique de Macron sur la demande, et effectivement, nous on pense qu'il y a un problème de demande aujourd'hui, que le problème n'est pas un problème d'offre. Or, M. Macron nous propose, dans la ligne de la politique qu'il a d'ailleurs inspirée sous François Hollande, une politique d'offre. Donc, la deuxième chose, c'est effectivement le Code du travail. Est-ce que le Code du travail explique le chômage actuel? Il est très clair que la vision de ces économistes est que s'il y a du chômage, c'est parce que les gens qui ont un emploi sont trop bien payés et trop bien protégés. Vision qu'on ne partage absolument pas chez les économistes atterrés. Voilà, pour aller très vite et droit au but, comme on dit à Marseille, les éléments de ce débat. Alors, le point est important, parce que vous savez que l'un des arguments qui est toujours opposé aux gens qui disent « Non, la politique que vous menez, elle nous conduit à une catastrophe », c'est « Mais regardez, cette politique, c'est la politique de l'Allemagne. En fait, grosso modo, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est l'équivalent des réformes Hartz II qui ont été appliquées au début des années 2000. Oui. Et, entre guillemets, on dit « Ça a marché en Allemagne ». Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument? Alors déjà, on nous dit que la compétitivité allemande, parce que le maître mot de ça, c'est la compétitivité, c'est avant tout une compétitivité coût dans ce genre d'histoire. Or, c'est pas entièrement vrai. C'est quand vous regardez, par exemple, le coût d'un salarié dans l'industrie allemande, dans l'industrie automobile allemande, qui est quand même l'industrie qui exporte beaucoup en Allemagne, le coût d'un salarié en Allemagne par rapport en France, c'est 42% de plus en moyenne dans l'industrie automobile. La compétitivité allemande n'est pas une compétitivité en termes de coût, en tout cas dans l'industrie automobile, en tout cas sur les machines-outils, ils sont montés en gamme, ils sont montés en qualité. Puis par ailleurs, faire ce genre de réforme, ça a quand même paupérisé toute une population en Allemagne qui n'était pas paupérisée avant, en particulier dans le secteur des services. Et enfin, comme vous le soulignez tout à l'heure, faire ce genre de réforme pour être moins cher et gagner en compétitivité coût, ça peut marcher si on est seul à le faire. Mais là, tout le monde fait ce genre de réforme, et donc tout ce que ça fait, c'est que ça tire la demande vers le bas. Donc je vais au cœur de l'argument, mais on a peu de temps, donc oui, j'essaye d'être synthétique. Tout à fait. Philippe Béchard, comment vous, en tant qu'économiste, vous voyez ce type de discours qui consiste à dire, mais enfin, si la France a des problèmes, c'est parce qu'elle n'est pas l'Allemagne. Donc, transformons la France en Allemagne et nous n'aurons plus de problèmes. C'est tellement grotesque que... Oui, mais c'est quand même le discours qui est tenu sur le fond. La France, d'abord, n'est pas l'Allemagne, ni par sa culture, ni même par son organisation. La France n'est pas une confédération. Il y a des tas de choses qui sont tellement différentes. Et surtout, il y a des spécialités, soi-disant allemandes. Ça a été évoqué, très bien évoqué, automobile, machine-outils. Il y a la chimie. Tout cela correspondait exactement aux besoins de la Chine et de quelques pays émergents à partir de 2002. Imaginons que, je ne sais pas par quel miracle sur la planète, un équivalent de la Chine très utopique, soit d'un seul coup, c'est un pays d'1 milliard de buveurs de vin. Mais la France aurait connu une croissance fantastique. Alors, les Chinois consomment du cognac, certes, mais pas assez. Mais si on avait 1 milliard de buveurs de vin en Chine, 800 millions en Inde, la France et l'Italie seraient extrêmement bien placées pour distancer complètement l'Allemagne, et on parlerait du miracle économique français sensationnel. Le jour où les Chinois se mettront à consommer de l'huile d'olive, peut-être que la Grèce a une chance de ressortir du trou. Alors maintenant, je voudrais quand même, vous faire part de deux étonnements. D'abord, effectivement, on parle beaucoup des lois Macron, mais est-ce qu'on réalise qu'une nouvelle fois, ça ne s'adresse qu'au privé? Quel est l'effort demandé au secteur public? Deuxième question, que faire dans le secteur privé pour que des gens qui ont plus de 50 ans,
ce qui est mon cas, ne soit pas considéré justement comme trop cher, car quand on parle du travail trop cher, souvent on pense aux seniors. Alors, qu'est-ce que les seniors apportent ou n'apportent pas, ou n'apportent plus, qui leur vaut aujourd'hui d'être licenciés massivement, passé 54, 55, avec pratiquement aucune chance de retrouver du travail, sauf du mini-job à l'allemande, ce que tout le monde souhaite évidemment. Autre aspect, si effectivement les lois Macron sont bien adoptées, on aura dans un premier temps certainement un pic de chômage, et ensuite on espère le scénario à l'espagnol, c'est-à-dire qu'une fois que tous les coûts salariaux auront été tirés vers le bas, la France pourrait entamer une remontée. Mais qu'adviendra-t-il de nos seniors, ceux qui aujourd'hui finalement ont le plus fort pouvoir d'achat? Si ceux-là, on continue de dire qu'ils coûtent trop cher, je ne vois pas très bien comment globalement, là aussi, le pouvoir d'achat pourrait progresser, et donc la demande qui a été effectivement évoquée. Voilà, donc ça fait plusieurs points de vue, mais la France n'est pas l'Allemagne, les seniors non. Ils ne coûtent pas trop cher, puisque dans le secteur public, on ne s'en débarrasse pas par véritable pelleté. Et une nouvelle fois, tout le débat porte actuellement sur le secteur privé qui, encore et toujours, porte le poids de toutes les réformes, porte le poids du financement des retraites, etc. Donc je vais en terminer là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a aussi une volonté très claire de faire baisser les dépenses publiques, de taper encore sur l'hôpital avec 15 milliards, de mener nos universités vers la privatisation. Enfin, on a quand même ça, c'est très clair dans le programme de Macron. Hein. Les 60 milliards d'économies vont faire très mal aux collectivités locales, et donc peser. Et l'idée aussi d'avoir des emplois beaucoup plus flexibles, encore plus flexibles dans les collectivités locales. Excusez-moi, Jacques. Oui, non, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on peut dire que, en fait, le secteur public a été mis à contribution depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, avec en particulier le gel du point de base. Tout à fait. Le gel du point de base qui, en fait, ne laisse plus comme perspective d'accroissement de salaire aux fonctionnaires que la montée en grade progressive, mais il n'y a plus à grade égal, en réalité, de montée de salaire. Donc ça a été effectivement Sauf ultime cadeau de Hollande. Oui, tout à fait. Qui s'est traduit par ailleurs par un gel des postes dans un certain nombre d'universités. Tout à fait. Donc chez moi, il y a eu un gel total des postes pour quelques euros de gagnés tous les mois. Donc j'ai regagné ce qui m'avait été pris en CSG en début de mandat. Voilà. Et alors... dernière question, rapidement. Est-ce que, en fait, dans la politique d'Emmanuel Macron, il n'y a pas une espèce de tour de passe-passe entre les formes d'impôts? Est-ce qu'on ne dit pas, bon voilà, on va justement se décider à ne plus taxer un certain nombre de choses, mais que, en arrière, ce qui se passe, c'est une taxation extrêmement importante sur d'autres? Philippe. On a très bien compris, et M. Macron s'est exprimé là-dessus. Hein. Il considère que l'immobilier est une stérilisation du capital. En France, ça représente plus de 60% du patrimoine. En Allemagne, pour les Allemands en général, on n'est même pas à 30%. Et c'est d'ailleurs à peu près le coût du logement. En France, c'est pratiquement 30% du budget d'un ménage, et en Allemagne, on est autour de 12-13%. Alors, M. Macron considère que là, effectivement, culturellement et depuis des décennies, l'encouragement avec des tas de lois incitatives, des Pinel, etc., à investir en immobilier, ça a détourné l'argent de l'investissement productif. Donc là, je suis certain que la mandature de M. Macron, il n'y aura vraiment pas de cadeau pour ceux qui ont du bien immobilier, aussi bien au travers de l'ISF que de la hausse des taxes d'habitation. Et il y aura certainement encore d'autres surcoûts qui vont s'ajouter et qu'on inventera certainement au fur et à mesure. Donc je pense qu'effectivement, oui, on va vers un choc fiscal sur l'immobilier. Alors, justement, sur cette question, je voudrais revenir sur ce point de l'immobilier. Est-ce que, alors, bien entendu, on sait très bien effectivement que la part de l'immobilier dans le patrimoine des Français est particulièrement importante. Mais est-ce que cela traduit réellement une préférence par rapport aux produits financiers? Ou est-ce que ça ne traduirait pas plutôt une valorisation particulièrement haute qui est elle-même liée à la structure urbaine de la France,
Quand je disais tout à l'heure que la France et l'Allemagne ne sont pas identiques, c'est justement parce que ce sont plusieurs régions et plusieurs grandes métropoles, ce qui n'est pas le cas de la France. Si je puis me permettre, cette question permet quand même de déboucher sur la philosophie générale de Macron, qui est d'attirer l'attention, par exemple, dans le rôle du chômage, c'est à cause des CDI, des gens trop bien payés. S'il y a un problème là, l'argent ne va pas vers l'investissement productif, c'est à cause de l'immobilier. On détourne toujours le regard de la finance. Donc systématiquement, la finance, elle... n'est pas responsable du chômage, c'est pas elle qui va supporter le poids de l'impôt, etc., etc. Donc c'est vraiment une philosophie générale chez Macron que de détourner le regard de la finance et de son rôle. Tout à fait. Ce qui peut d'ailleurs être relié à la branche dans laquelle Emmanuel Macron avait fait ses premières armes, qui était effectivement la banque. Bon. Et la banque d'investissement. Et la banque n'oublions pas la banque de détail. Et la banque d'investissement, effectivement. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut tout de suite souligner que cette banque d'investissement a elle-même changé de nature. Parce que, rappelons-nous, par exemple, le cas de Georges Pompidou, qui venait aussi de Rothschild, quand il a été choisi par le général de Gaulle pour devenir le Premier ministre. Mais pourtant, il a amené avec lui une philosophie de l'économie, une vision de l'économie qui était assez différente de la vision de l'économie qu'ont aujourd'hui les banquiers d'investissement. Donc, radicalement différente. De ce point de vue-là, ce qui est aussi extrêmement important de voir, c'est qu'il y a eu au sein même de la banque et au sein même de la banque d'investissement un basculement complet qui a dû se jouer, je pense, autour des années 1980-1990. Oui, avec le tournant libéral, c'est très clair. Et qui s'est d'ailleurs intensifié dans les années 90 avec le développement de la finance, avec la libéralisation, avec la suppression de la loi bancaire française dans les années 80, etc. Oui, ce qu'on appelait le Big Bang, Bang sur la place de Paris. Tout à fait. Eh bien, messieurs, Danny Lang, Philippe Béchade, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour discuter justement des conséquences macroéconomiques du programme d'Emmanuel Macron. Chères auditrices et chers auditeurs, vous étiez à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir et je rends maintenant l'antenne à Radio Spoutnik.